Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Facebook pour cette Agro Export Day. Toute la journée, nous serons ensemble avec les professionnels du secteur de l'agroalimentaire. Nous sommes ici au village Baïséa, quoi de mieux pour parler d'innovation. Aujourd'hui, ce sont les consommateurs qui conditionnent le marché, qui conditionnent les futures innovations qui leur seront proposées. Comment les entreprises s'adaptent-elles? Nous faisons le point tout de suite avec nos invités. Vincent Murer, cofondateur du Chocolat des Français. Bonjour. Bonjour. Pierre-Olivier Béal, vous êtes business développeur chez Novolise et Sophie de Rénal à vos côtés, directrice marketing et communication au sein du club PAI. Enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Xavier Terlet, président de XTC World Innovation, et Hélène Ovas. Bonjour. Vous êtes ancienne responsable Agrotech Business France en Chine. Sophie de Rénal, je vais commencer avec vous. Aujourd'hui, les consommateurs évoluent. Qui sont-ils? Que recherchent-ils? Oui, il y a eu beaucoup de changements chez le consommateur depuis quelques années, notamment depuis les différentes crises que nous avons connues, crise économique, crise écologique, mais aussi des crises sanitaires. Et donc on voit des consommateurs qui recherchent beaucoup plus de naturalité, de transparence, des produits beaucoup plus, peut-être aussi des alternatives plus saines qu'auparavant. Ces consommateurs, on les appelle, les nouveaux, ce sont les millennials, donc c'est la plus grosse partie de la population mondiale. On parle d'un consommateur sur 3 au niveau monde, principalement dans les pays en voie de développement, mais également dans les pays développés, bien sûr. Et vraiment, ils sont plus dans l'usage que dans la possession. Donc on voit par exemple chez Blablacar, j'utilise une voiture, mais j'en ai pas forcément une moi-même. Ça se retrouve également dans les produits alimentaires où on va aller chercher des choses de la consommation collaborative, par exemple, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau des produits, bref, un consommateur peut-être plus proche des autres, de sa planète, de sa tribu, mais qui attend aussi des choses au niveau personnalisation, donc qu'on s'intéresse plus à lui, et donc avoir des produits vraiment dédiés à une situation, je veux consommer différemment, peut-être quand je suis en trek au fin fond de la Bretagne ou au contraire quand je suis au village Baïséa aujourd'hui. On parle des millennials depuis quoi? 2, 3 ans, grand maximum. Est-ce que les entreprises se sont déjà adaptées à ces nouveaux consommateurs? Alors de plus en plus, c'est vrai qu'avant ça, on parlait beaucoup des seniors, qui est une population également très particulière. Et là, c'est vraiment les millennials parce qu'ils n'ont pas forcément un pouvoir d'achat énorme, mais c'est vrai que c'est eux qui comptent. Ils sont très sur les réseaux sociaux, ils s'informent beaucoup, ils sont ultra connectés. Et donc c'est peut-être un peu plus simple de leur parler pour les industriels que sur les seniors, par exemple. Donc ça veut dire que les entreprises doivent s'adapter, pour ça elles doivent innover. Xavier Terlet, peut-être on peut rappeler ce qu'est une innovation aujourd'hui, il y en a plusieurs. Oui, on peut. Et c'est bien d'avoir d'ailleurs commencé par le consommateur, parce que une innovation, c'est un nouveau produit, un nouveau service qui apporte un nouveau bénéfice pour le consommateur. Alors, ça qui est important, c'est cet apport de nouveaux bénéfices aux consommateurs. Les consommateurs, ils sont différents. On a vu, il y a des seniors, il y a des millennials, il y a des jeunes, mais ils sont aussi différents quand ils sont en Chine, quand ils sont en Allemagne ou en France. Donc, l'innovation ne sera pas la même. C'est important. C'est pas parce qu'un produit est innovant au Japon qu'il va être innovant en France et vice versa, et qu'il faut s'adapter aux consommateurs. C'est vraiment l'adaptation aux consommateurs, c'est-à-dire un nouveau service qui n'est pas disponible ou un nouveau produit qui n'est pas disponible et qui apporte un bénéfice aux consommateurs, quel qu'il soit. On innove sur les produits, mais pas que. On innove partout, on innove dans les process, on innove dans les services de plus en plus. On parlait tout à l'heure de millennials, par exemple, qui sont des adeptes de la livraison. Aujourd'hui, manger, je dirais pour le consommateur, il y a une chose qui est universelle en alimentation, et c'est bien de le dire au départ, c'est le plaisir. Manger, au-delà de l'aspect vital de se nourrir, c'est un apport de plaisir, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve. Ça, c'est important. Et ça peut être, on peut se faire plaisir avec des produits, avec des services, avec accélérer les services par rapport à des problématiques qu'on peut avoir de santé, etc., des problématiques de praticité, des moments de la journée où on consomme différemment au petit déjeuner ou entre deux réunions ou quand on reçoit ses copains le samedi soir, etc. On n'a pas les mêmes comportements. On a donc besoin de produits qui sont adaptés.
Vincent Murer, vous adaptez vos produits, vous adaptez même le packaging. Est-ce qu'on peut parler de votre start-up Chocolat des Français? Ouais, alors bonjour à tous. Donc en 2 mots, j'ai cofondé donc en 2014 le Chocolat des Français. Nous, on fabrique en France des chocolats gourmands dont les étuis sont illustrés par des artistes. En 2 mots, donc on est vraiment à la frontière entre l'art et la gourmandise, et c'est une de nos innovations, c'est de concilier justement le bon et le beau, et d'adapter, de renouveler sans cesse nos étuis au fil des collaborations qu'on va pouvoir faire avec des artistes. Donc on est vraiment presque dans une approche mode, une approche fashion. Aujourd'hui, on est présent dans une petite douzaine de pays, principalement via un réseau de à peu près 400 revendeurs haut de gamme. Et cette démarche d'innovation, elle était essentielle pour nous quand on s'est lancé, quand on a créé notre société, puisque en tant que jeune entreprise, c'est un peu notre seul moyen d'exister. On n'a malheureusement pas la chance d'avoir les ressources de très gros groupes, etc. Donc le moyen qu'on a pour émerger, pour se faire connaître, pour se développer, c'est l'innovation. Et c'est au-delà de la simple émergence du concept, c'est aussi quelque chose qui doit être dans l'ADN de la marque au quotidien pour nous renouveler en permanence, apporter de la nouveauté aux consommateurs et continuer d'exister, quoi, puisque sinon on est un peu condamné à l'échec. Xavier Tarlet souhaite rebondir. Oui, une chose qui est importante, c'est effectivement pour exister, pour des petites structures comme ça, pour exister face aux grands groupes, l'innovation c'est le seul moyen. Généralement, ces petites start-up ou ces petites entreprises, ces PME, ces TPE, sont beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles que les grands groupes, et c'est la seule manière d'exister, d'apporter des choses différentes sur le marché. Mais bon, c'est un sport à risque, parce qu'il y a un produit sur 2 qui passe pas les 6 mois en France, donc c'est compliqué aussi d'innover. Vincent Murer. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, Xavier, je pense que c'est hyper important parce que c'est une grosse force aussi des startups aujourd'hui, cette agilité et cette capacité à être flexible, à s'adapter vite, à proposer très rapidement des nouveaux produits sur le marché. On a moins de process que des très grands groupes qui sont très rigides, très structurés, et donc il faut faire de ce qui peut être à la base une faiblesse, c'est-à-dire le manque de ressources, une force justement, puisque ça nous permet d'être agile, de tester des choses assez facilement, et ça doit être au cœur de notre démarche. Vous parliez de l'innovation au démarrage de la start-up. Vous continuez d'innover? Il y a des projets en cours? Ouais, il y a énormément de projets, surtout sur cette fin d'année où en général le combo chocolat Noël fonctionne plutôt pas mal. Nous, on innove vraiment toujours en nous renouvelant en permanence, en apportant toujours de la nouveauté en fonction des saisons, en fonction d'événements ponctuels, etc. Et on cherche toujours à sortir aussi de ce qui peut se faire dans le secteur et à sortir un peu des marronniers classiques de chocolatiers. Ça passe par quoi? Ça passe par des artistes nouveaux, des nouvelles manières d'approcher le packaging? Ouais, exactement, par des nouveaux produits, par des nouvelles collaborations avec des artistes, par des nouveaux développements de modules. Nous, on va aussi beaucoup sur notre site internet. On parlait un peu de personnalisation il y a quelques minutes. C'est quelque chose qui est nous au cœur de notre démarche B2B et qui va le devenir bientôt dans notre démarche B2C, la possibilité d'offrir justement aux clients la possibilité de customiser leur étui et de créer leurs propres produits justement à leur image. Donc voilà, il y a plein de manières d'innover et nous on cherche un peu à toutes les tester. J'imagine que vous n'innovez pas de la même manière en France, en Chine et ailleurs. Du coup, ça me fait une transition que je me suis faite pour moi-même. Hélène Ovas, vous revenez justement d'une expérience en Chine. Comment ça se passe là-bas? Qu'attendent les consommateurs? Oui, bonjour à tous. Alors je pense qu'il y a 2 mots-clés qui ont été dits là par Xavier et Vincent, à la fois l'agilité et l'innovation. Le consommateur chinois est extrêmement agile et le changement rapide du pays ces dernières années fait qu'il y a des atouts aussi pour les entreprises françaises, même petites. La Chine est devenue le 2e débouché de la France pour les vins et spiritueux français. Et on a énormément de très petites entreprises qui réussissent sur ce marché contre toute attente, parce que c'est quand même un marché difficile. Et le consommateur, justement, il aime bien ce qui est nouveau et il est tout le temps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur WeChat. Donc c'est vrai que ça demande une innovation importante, justement, pour adapter les réseaux au marché chinois et au consommateur chinois, qui est un consommateur qui est tout le temps sur son écran de télévision. Notamment, peut-être un exemple sur le food service. Tous les repas sont livrés par téléphone actuellement et les restaurants ne travaillent plus que
en livraison à l'extérieur grâce aux petits coursiers rapides, les kuaidi en chinois, qui se déplacent de bureau en bureau tous les jours à midi, dans les étages des tours, etc., et qui livrent ses repas à domicile. Donc ça a donné une ouverture pour des startups tout à fait innovantes qui est importante, et aussi des nouveaux débouchés pour les produits français. Donc voilà. Alors, ça tombe bien, j'ai une start-up, je suis dans la food, je veux aller en Chine. Quel conseil vous me donneriez ? Alors, quelques conseils au début qui sont effectivement moins drôles mais utiles, c'est notamment tout l'aspect réglementaire qui est très important. On a notamment une veille réglementaire qui est beaucoup lue par les entreprises et je conseille de s'y abonner si on peut. Elle est gratuite en plus, qu'on fait toutes les semaines parce que là, le changement de la réglementation en Chine est extrêmement rapide. Contrairement au Japon où elle est vraiment sur la durée, ça ne change pas. En Chine, ça change tout le temps. Il y a tout le temps des produits qui peuvent rester bloqués un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi. Vous avez suivi tous ces jours derniers l'histoire du fromage. C'était pas une interdiction générale, c'était une interdiction qui touchait uniquement le port de Shanghai. Et il y a un importateur important qui a fait un courrier. Ça a permis ensuite de débloquer le marché ces jours-ci, mais ça a pris 3 mois où, pour des raisons un peu dommages, le fromage français est resté bloqué en Chine. Donc ça peut arriver tout le temps. Donc cet aspect réglementaire est très important. Et puis ensuite, je pense que tout l'aspect logistique et adaptation est important aussi. On en parlait pour le chocolat, là, les boîtes. Les consommateurs chinois, à notre grande différence, ils prennent pas d'aliments avec les doigts. Donc adapter des petits packaging, par exemple, c'est très important. Ils mangent avec des baguettes, il y a une raison. Bon, c'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Les boîtes de conserve ne passent pas non plus en Chine parce que c'est à une mauvaise image. Donc on a beau faire des conserves très haut de gamme, c'est des choses qui ne passent pas. Donc voilà, je pense que le deuxième point, c'est l'adaptation à la fois des produits en termes de packaging et aussi au réseau de distribution qui sont finalement très différents de chez nous. Par exemple, le beurre, il y a une demande chinoise qui a fait peut-être qu'on a une pénurie aujourd'hui de beurre sur le marché français. Le beurre n'est pas utilisé pour faire des tartines en Chine parce qu'ils ne mangent pas de tartines, mais c'est pour tous les réseaux de la boulangerie et de l'hôtellerie qui font des croissants, qui commencent à faire de la viennoiserie occidentale. Donc voilà, c'est un exemple, mais l'adaptation des produits et des réseaux est vraiment essentiel et c'est le deuxième point sur lequel je terminerai. Je vois Xavier Terlet qui souhaite réagir. Je rebondis simplement, c'est vraiment important ce qui vient d'être dit, parce que là on parle d'innovation. L'innovation, c'est simplement une adaptation au consommateur. On a donc un nouveau produit, un nouveau service, et on a des consommateurs qui sont complètement différents. Effectivement, c'est pas parce qu'on a un agrément et qu'on peut vendre de la charcuterie en Chine qu'on peut arriver avec son andouillette et essayer de la vendre aux Chinois. Ça va être compliqué. Il y a nécessairement un travail d'adaptation. Ça s'appelle de l'innovation. Pierre-Olivier Béal, on parle beaucoup d'innovation vers les consommateurs, sur le packaging, sur les produits. Vous travaillez en B2B, ça se passe comment? C'est différent? Exactement, on est dans un registre un petit peu différent puisque nous, nos principaux clients, ce sont les industriels de l'agroalimentaire et leurs partenaires, que ce soit les équipementiers ou les laboratoires privés. Et en fait, nous, notre innovation, elle est au service de la qualité et de la sécurité des aliments. En fait, on développe des bactéries inoffensives, des bactéries gentilles qui imitent le comportement des pathogènes alimentaires comme Salmonelle, Listeria et Escherichia coli. Et en fait, ces germes modèles, ces bactéries gentilles, elles sont utilisées pour tester l'efficacité des procédés agroalimentaires. Alors tout à l'heure, Vincent parlait de chocolat. On peut tester par exemple l'efficacité d'un torréfacteur à cacao sur l'inactivation d'une salmonelle par exemple. Voilà. Alors en fait, l'utilisation de nos produits, elle est portée principalement par 3 enjeux. Le premier, c'est le renforcement des réglementations internationales, comme vous le disiez tout à l'heure, Hélène. Il y a une loi qui est passée aux États-Unis, qui a été votée en 2011 par le président Obama, qui a eu beaucoup d'impact dans cet univers, qui s'appelle la loi de modernisation de la sécurité des aliments, qui oblige aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire à valider l'efficacité de leurs procédés. Nous, on offre donc une solution à la fois simple, rapide et efficace pour faire cette validation. Le deuxième enjeu, c'est de continuer à innover. Et en fait, nos germes modèles, nos bactéries gentilles, elles sont utilisées dans cette indication-là, puisqu'on va pouvoir tester de nouvelles formulations. On va pouvoir tester de nouveaux procédés de fabrication sur un équipement pilote, directement en milieu industriel. Voilà, on a des entreprises aujourd'hui qui viennent nous voir en nous disant « Je pense qu'avec vos germes modèles, je peux par exemple réduire mes paramètres de traitement, améliorer les propriétés organoleptiques de mes produits, les propriétés nutritionnelles de mes produits, faire des économies d'énergie, etc., etc. » Puis la dernière utilisation, c'est finalement la vérification
des fournisseurs, notamment des fournisseurs internationaux. On vit dans une économie qui est de plus en plus mondialisée, où on va chercher les fournisseurs de plus en plus loin. Et là, l'objectif, c'est d'arriver à avoir des méthodes d'évaluation qui sont standardisées et communes sur tous les territoires. Voilà. Si je résume, c'est-à-dire pour une entreprise qui veut aller à l'export dans la food, passer par des solutions comme la vôtre, ça fait gagner du temps? Ça fait gagner du temps. Ça permet de se conformer aussi de manière simple, rapide et efficace à de nouvelles réglementations internationales. Par exemple, la réglementation dont je vous parlais sur les États-Unis. Et puis, ça permet aussi d'innover plus rapidement. Est-ce qu'on peut donner 2, 3 exemples de pays avec une réglementation spécifique qui impose justement de passer par des solutions comme celle-là? En Europe, on retrouve quand même souvent les bases du Codex Alimentarius. Alors, c'est pas une réglementation, c'est plutôt un standard, mais qui impose aux entreprises agroalimentaires de valider l'efficacité de leurs procédés et qui mentionne l'utilisation de germes modèles comme une solution. On a les États-Unis également qui ont voté cette nouvelle loi en 2011, le président Obama, qui est mise en œuvre depuis l'année dernière, mais qui a un impact phénoménal sur la totalité de l'industrie agroalimentaire à travers le monde. La Chine récemment aussi a signé une nouvelle loi de modernisation de la sécurité des aliments. Il y a eu à une certaine période, si ma mémoire est bonne, pas mal de problèmes sur les laits infantiles avec Chronobacter sakazaki, qui est un pathogène qu'on retrouve dans ce type d'aliments. Donc voilà, il y a un renforcement assez généralisé des réglementations en matière de sécurité des aliments. Avant de passer la parole à Xavier Terlet sur la manière dont on est perçu à l'étranger, j'aimerais rappeler quand même aux spectateurs qu'ils peuvent vous poser des questions en direct. On est sur Facebook, donc n'hésitez pas. Nos invités, des professionnels de l'agroalimentaire et de l'export sont là pour répondre à vos questions. Xavier Terlet, vous avez entendu ma question. Aujourd'hui, comment la France est perçue à l'export sur ces innovations alimentaires? C'est une question assez difficile. On a envie de dire oui, la France est bien perçue parce que la gastronomie française, parce que l'image de la France, etc. On a envie de le dire, mais est-ce que c'est le cas? C'est un peu vrai. C'est vrai, on part de ça, mais je peux vous assurer que des gastronomies comme la gastronomie italienne, la gastronomie chinoise, tout ça a une très bonne image également, à l'étranger. La France, je pense, jouit de cette réputation gastronomique. On a tendance à l'export, et c'est peut-être un petit bémol que je peux apporter ici, à se réfugier derrière ce petit drapeau français en disant on est les meilleurs du monde, donc on va apporter nos produits à l'export. Malheureusement, ça ne se passe pas aussi simplement que ça. Oui, les vins français sont réputés dans le monde entier, par exemple. On sait faire du vin. Mais par exemple, on importe plus de vinaigre. Quand on sait faire du vin, on sait faire du vinaigre. On importe plus de vinaigre qu'on en exporte. On peut se poser la question. C'est pas le cas chez les Italiens qui font du très bon vinaigre, chez les Espagnols qui font du très bon vinaigre également. Donc voilà, attention à se réfugier derrière cette réputation qu'on peut avoir. C'est vrai, il y a une réputation gastronomique, peut-être pas forcément dans toutes les catégories de produits, et peut-être aussi que ça reste des spécialités françaises qui ne sont pas justement, on en a parlé tout à l'heure, forcément adaptées au consommateur local, cible, comme le consommateur chinois, le consommateur américain, le consommateur finlandais, qui consomme différemment que le consommateur français. Et sur les innovations, on arrive à faire certaines différences à l'export ? Il faut faire une différence à l'export. Vouloir imposer, on ne consomme l'alimentation, c'est important de le signaler, est le seul secteur d'activité sans doute où la mondialisation ne peut pas créer l'uniformisation. C'est pas possible. Le parfum qui existe en Chine ou en France, c'est à peu près le même. Le téléphone, l'iPhone que j'ai dans la poche, c'est le même à New York, à Paris et à Pékin. Le pain que je mange en Allemagne, avec lequel je me fais plaisir en Allemagne, c'est pas le même qu'en France. L'alimentation ne peut pas s'uniformiser, ne peut pas se mondialiser. Il y a trop d'importance culturelle, il y a trop d'usages qui sont différents. On a connu, mais en revanche,
l'export, la mondialisation crée l'innovation. On a connu, il y a 15 ans, 20 ans, peut-être le wasabi, cette petite pâte verte qui pique à côté des sushis. Nous, Français, on la met sur nos chips et nos graines salées. Et les Japonais regardent ça bizarrement, je vous assure. Donc la mondialisation crée l'innovation, la différenciation. C'est vraiment important pour répondre à votre question. Il y a une image en France. La gastronomie, il faut l'utiliser, cette réputation qu'on peut avoir, mais il ne faut pas se réfugier derrière ça. Sophie Rénal, vous souhaitiez réagir ? Oui, moi, ce que dit Xavier est tout à fait vrai. Et je crois qu'on a effectivement tout ce qui est vin et spiritueux qui font le gros de l'exportation française. On a un peu tendance à se dire cocorico avec ça. On est en train de perdre des marchés sur le vin, notamment parce qu'il y a la Californie, parce qu'il y a les vins sud-américains, parce que les vins sud-africains, etc., australiens qui montent. Il y a du vin en Chine maintenant qui est fait aussi. Donc il faut faire attention de ne pas se reposer sur nos lauriers parce qu'on serait les meilleurs dans le vin notamment, et que ça cache effectivement le fait que derrière ces vins et ces spiritueux, il faut avoir aussi des propositions qui sont attendues et qui pourraient être performantes également. Sur les ingrédients, est-ce qu'on a des gros succès à l'export malgré tout ? Alors les ingrédients, c'est un petit peu comme sur les produits finis, c'est-à-dire que ce qui fonctionne en ce moment, c'est vraiment les ingrédients plus naturels. Donc on va rechercher des colorants naturels, on va chercher des arômes naturels. En arômes, on est assez fort en France, évidemment, parce que on a une culture du parfum justement, et que les arômes alimentaires beaucoup de sociétés font les deux finalement. Ça peut être les protéines végétales. On a beaucoup de choses aussi en termes de la poêle, la luzerne, le lupin, des choses comme ça en France, qui sont très à la mode aussi. C'est assez curieux parce que les consommateurs recherchent de plus en plus de protéines alors qu'on en consomme déjà quand même beaucoup trop. Mais voilà, notamment les protéines végétales sont très en vogue en ce moment. Donc on a une offre en ingrédients qui est vraiment très intéressante. On voit aussi dans certains accords, il y a un accord récent entre la France et le Canada, enfin entre l'Europe et le Canada, pardon, qui a été signé. Dans cet accord, il y a un volet sur l'origine des ingrédients dans les produits. Donc pour être éligible dans cet accord, il faut avoir un certain pourcentage du produit qui est fabriqué ou qui est avec des ingrédients soit canadiens, soit européens. Donc là encore, on va pouvoir substituer avec des ingrédients européens et donc des ingrédients français, j'espère, certains ingrédients qui pourraient être américains, chinois ou autres, pour pouvoir faire bénéficier aux produits de cette baisse de taxes à la frontière dans les deux sens. Donc oui, il y a des opportunités partout au niveau des ingrédients et c'est vraiment un monde qui se développe beaucoup. Vincent Murer, vous justement sur la sélection des ingrédients en fonction des pays dans lesquels vous allez, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors ça fait un peu écho à ce qui a été dit. C'est vrai que nous, on bénéficie de cette image française aussi, l'image de la gastronomie française qui est reconnue internationalement à l'export. Et donc, on est très jeune, on n'a que 3 ans, mais c'est vrai que très tôt, justement, de par cette identité française, nous, tout est fabriqué dans les régions françaises. On travaille avec différents artisans sur différents formats de produits. C'est vrai qu'on a bénéficié un peu de ce côté portée internationale de la gastronomie française. On a eu beaucoup de demandes entrantes de l'export. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on soit déjà dans une petite dizaine de pays, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon, que dans des pays européens. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que nous, dans un premier temps, la réaction, c'est tout bêtement d'exporter les produits qu'on fait en France à l'étranger, en se disant, voilà, il y a une appétence, il y a une demande, donc juste allons-y. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est notamment le cas beaucoup au Japon, qu'il y a un vrai besoin d'adaptation du produit. Et alors nous, ça va pas forcément être tant sur les ingrédients, mais plus sur les formats de produits qui doit être fait. En fait, il y a des usages culturels qui sont complètement différents. Dans le cadre spécifique du chocolat, le chocolat au Japon, c'est grosso modo la Saint-Valentin, quoi, pour faire simple et pour résumer. Et c'est beaucoup de très petits formats qu'on offre à ses proches et pas seulement qui a son fiancé ou sa femme. Donc voilà, il y a un usage qui est différent et qui nécessite du coup cette adaptation. Et c'est vrai que nous, on s'en est rendu compte vraiment dans un second temps. Dans un premier temps, on était un peu justement cacao super. Partons au Japon avec ce qu'on fait en France, puisqu'il y a une demande. On surfe sur cette vague-là. Mais en fait, la réalité, c'est que non, il doit y avoir quand même un vrai travail d'adaptation
fabrication du produit en local. Très concrètement, comment on s'en rend compte pour des entreprises qui se lancent à l'export? Ça remonte comment? Ça remonte sur les réseaux sociaux, c'est les distributeurs qui font des retours. Finalement, on voit qu'on vend pas, donc on se dit il y a un problème. Ouais, je dirais qu'il y a deux types de remontées. La première, c'est la remontée T1. Donc c'est une fois qu'on y est allé, on se rend compte qu'en fait ça tourne pas ou ça fonctionne pas très bien. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter du coup et plutôt anticiper. Et la deuxième manière justement d'anticiper ça, et ça remonte aussi sur ce qui a été dit, c'est moi, je pense que ce qui est super important à l'export, c'est de se faire beaucoup accompagner, que ce soit par des acteurs locaux, type distributeurs, type importateurs, des spécialistes du pays, mais aussi des acteurs institutionnels comme Business France, par exemple, qui aident beaucoup les jeunes entreprises de toute taille même pour se lancer. Donc, je pense que c'est super important justement de se rapprocher de ces acteurs-là, de se faire accompagner, d'être entouré pour justement arriver à anticiper ces adaptations nécessaires, se familiariser avec les environnements réglementaires, etc., mais aussi se familiariser avec l'environnement culturel qui est hyper important. Vous avez eu d'autres surprises à l'export? Ouais, c'est tous les jours un peu des surprises à l'export. C'est vrai que nous, en plus, on est très jeunes, donc on se forme vraiment sur le terrain et chaque jour a des nouvelles problématiques. Voilà, on parlait du Japon, nous on était super surpris, même si on s'en doutait justement de la complexité réglementaire et de l'attention qui était portée à chaque détail pour l'importation des produits. Sur les États-Unis aussi, il y a d'autres spécificités qui nous étonnent un peu tous les jours en termes réglementaires, en termes de process, etc. Donc c'est vraiment en fait tellement différent d'un marché à un autre que oui, évidemment, dès qu'on se lance sur un nouveau marché, il y a énormément de surprises et c'est justement aussi ça, là, encore une fois, l'avantage d'être une petite structure, c'est qu'on peut être agile et flexible et s'y adapter assez rapidement. Pierre-Olivier Béal, si on peut revenir sur votre expérience du marché américain, comment se comportent vos clients? Bien. Non, nous, sur le marché américain, on a décidé très tôt de monter notre propre filiale, en fait. Parce qu'on a estimé que c'était important de pouvoir contractualiser avec nos clients américains en droit américain et de pouvoir se faire payer en dollars. Et en réalité, je pense que ça a vraiment accéléré notre développement sur le territoire. Comme le disait Vincent également, on s'est beaucoup fait accompagner. Très tôt, on a créé un comité scientifique franco-américain qui rassemble par exemple des universitaires fortement impliqués dans la sécurité des aliments, des Européens et des Américains, des Européens qui connaissent très bien le marché américain aussi, ce qui nous a permis d'accélérer les choses. L'objectif, ça a été non seulement de créer une crédibilité pour Novolis sur le marché américain, mais aussi nous accompagner dans nos principales démarches de déploiement sur les États-Unis. Voilà. Sur un territoire, je pense que c'est les questions que se pose n'importe quelle entreprise qui à un moment souhaite conquérir l'international. Est-ce qu'on s'installe là-bas, vous le disiez là en l'occurrence aux États-Unis avec une filiale? Est-ce qu'on exporte à distance? Comment vous faites le choix d'un territoire à l'autre chez Novolis? Aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur les États-Unis parce qu'on a bénéficié de l'impact de la nouvelle réglementation internationale votée par le président Obama. Donc on va dire que notre choix a été tactique pour créer cette filiale sur les États-Unis. Sur les autres territoires, aujourd'hui, on est plutôt sur un mode de développement j'ai envie de dire d'export direct ou de relations commerciales directes avec les industriels de l'agroalimentaire. Vincent Murer, je voyais Ouais, non, réagir. Je pense que c'est super important justement, je disais, d'être sur place justement en termes de crédibilité. Je pense que le fait d'avoir évidemment sa filiale aux États-Unis, ça crédibilise et ça facilite du coup le développement local. Après, quel que soit le type d'implantation en local, que ce soit en direct avec une filiale ou avec un via un distributeur ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est nécessaire, en particulier pour le grand export. Sur le marché européen, c'est peut-être un peu différent puisque finalement exporter à Berlin ou expédier
des produits à Strasbourg, c'est quasiment pareil aujourd'hui. Mais sur le grand export, c'est vraiment nécessaire parce que ça crédibilise justement d'avoir cette période, cette implantation locale. Et ça. C'est le choix que vous avez fait ? Alors c'est le choix qu'on fait. Ouais, nous, on n'ouvre pas de filiales, mais on s'entoure pour chacun de nos gros marchés d'intermédiaires locaux, donc de distributeurs ou d'importateurs, avec qui du coup on signe des contrats d'exclusivité et de distribution justement parce que c'est nécessaire pour cette connaissance du marché, pour crédibiliser et pour rassurer aussi les clients qui découvrent des jeunes marques qui s'implantent. Xavier Terlet, vous opinez. Oui, pour voir les entreprises à l'étranger, quand je me balade pas mal à l'étranger, et voir des petites entreprises. Aujourd'hui, ce sont des petites entreprises comme celle-ci. En France, l'agroalimentaire, c'est 71% de TPE, de toutes petites entreprises. C'est difficile d'être présent localement, donc l'importance de structures Business France, d'accompagner. On nous parle par exemple de Maisons de la France qui pourraient aussi accueillir des petites entreprises pour être ensemble, pour chasser en meute, pour avoir bénéficier de services communs. Ça me semble essentiel pour ne pas laisser une TPE revenir en France et puis essayer de faire du business à distance. C'est extrêmement compliqué pour elle. En France, on a des mastodontes de l'agroalimentaire, vous le dites, pourtant il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui se lancent sur le marché, qui arrivent à grandir. Des petites entreprises ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises, il y a des talents en France. La France est sans doute l'endroit du monde où le territoire est complètement couvert de spécialistes de l'agroalimentaire. Il y a des spécialités en Bretagne, dans le nord de la France, en Moselle, en Provence, partout. Et ça, c'est spécifique à la France. On a des talents, on a un véritable savoir-faire. Mais la fragilité des petites entreprises, de la plupart de ces entreprises qui ont des difficultés déjà à exister sur le marché français avec 5 centrales d'achat ou 6, c'est compliqué. Et pour l'international, alors c'est difficile, et c'est notre ancien ministre de l'agroalimentaire qui disait, quand une TPE échoue à l'export, elle a d'énormes difficultés à y revenir, c'est-à-dire généralement elle n'y revient pas. Donc c'est compliqué, autant que la première fois soit la bonne et mettre les bons moyens pour y aller. Hélène Ovas. Oui, c'est vrai que vous avez parfaitement raison là-dessus, mais c'est vrai qu'on a vu aussi des entreprises, enfin sur les 11 dernières années que j'ai passées en Chine là, pour Business France, on a vu des entreprises qui ont vendu, qui n'ont plus vendu et qui ont pu rebondir quand même. Peut-être que le marché, son ouverture et la rapidité avec laquelle ça permet d'aider ces entreprises, et le fait que tout se passe en ligne aussi en Chine, je pense que les ventes en ligne vont permettre à l'avenir à des nouvelles entreprises plus petites, mais des grandes aussi, mais de bien réussir sur le marché chinois. Donc je pense que c'est aussi un atout, même avec des marchés lointains. Voilà, ça peut être important, mais c'est vrai que ce que vous disiez sur la connaissance des marchés est essentiel, et les problématiques d'implantation, elles sont réelles en Chine. Peut-être que nos grands groupes de l'agroalimentaire français et les plus petites entreprises ne sont pas assez implantés à l'heure actuelle. Mais bon, je pense qu'il faut aussi commencer hibou, comme disent les Chinois, ça veut dire pas à pas. C'est bien aussi de commencer avec des distributeurs, de tester son marché, de mieux le connaître, d'apprendre à le connaître, et puis ensuite, on a une problématique d'implantation qui arrive logiquement dans la suite, et je pense que c'est ce qui va se passer en Chine dans les années à venir aussi. Hélène, oui. Et pour rester sur la Chine, on a aujourd'hui une autre forme aussi. On a Alibaba qui aujourd'hui propose aux PME françaises une plateforme pour vendre des produits, commencer à vendre des produits en Chine. C'est effectivement des pistes intéressantes nouvelles et intéressantes pour l'agroalimentaire français. Elles ne sont pas les seules, mais effectivement, ce sont des pistes intéressantes aussi. Oui, moi je voudrais juste rajouter, parce qu'en fait on accueille quand même en France 40 millions de touristes tous les ans, que l'export ça peut commencer par là. Je pense que le chocolat des Français c'est un bon exemple de produit type que les touristes pourraient ramener chez eux. On a beaucoup de Chinois justement qui viennent de plus en plus, et peut-être que c'est une bonne idée. Enfin moi je lance un appel, ça fait longtemps que j'en parle à Business France notamment, mais de faire des corners de produits made in France régulièrement, plutôt que les gens ramènent chez eux un mug made in China, I love Paris, ce serait vraiment intéressant, que ce soit pour les produits agroalimentaires bien sûr, parce qu'on est là pour ça, les produits artisanaux, etc. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Oui, je rebondis aussi sur cette idée qui est excellente. Alors, par exemple, l'aéroport de Charles de Gaulle a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, avec effectivement des vitrines de produits français agroalimentaires qui sont beaucoup plus lisibles, avec du personnel qui parle chinois. Mais à chaque fois, j'observe les groupes de consommateurs chinois à Charles de Gaulle. C'est toujours très, très intéressant de voir les modes et les produits vers lesquels ils se dirigent. Et effectivement, on est sorti du tout vin. Maintenant, il y a des touristes chinois qui, effectivement, rapportent du fromage, rapportent du chocolat. Et donc, le vin a permis de tirer le marché. Mais c'est vrai que
on se repose quand même beaucoup, et on a raison, sur notre excellente image française, parce que vu de Chine, on garde quand même une image excellente. Oui, puis on pourrait innover avec des formats spécifiques pour l'export à partir de France, en fait. La semaine dernière, justement à Charles de Gaulle, ADP a réuni 20 startups dans le terminal pour les voyageurs. Hélène Ovas, tout à l'heure, Xavier Terlet parlait de tous ces nouveaux talents français qui se lancent, qui ont envie de grandir à l'international. Très concrètement, que fait Business France aujourd'hui pour les accompagner et les faire grandir à l'international ? Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, hein. Notamment tout à l'heure il y aura le lancement du guide Où exporter, hein, donc ça permettra aussi une meilleure connaissance des marchés placés en France, avec une cinquantaine de pays qui ont été décryptés. Pour les entreprises innovantes, on a nos accords avec la BPI il y aura une table ronde à ce sujet cet après-midi, donc je vous conseille d'y assister. Sur nos salons qu'on monte à l'étranger, là les French Pavilions, on essaie d'avoir un French Innovation Corner sur lequel on essaie de mettre en avant des entreprises. C'est vrai que les visiteurs internationaux, et notamment les Chinois, ils aiment bien jouer, ils aiment bien les concours, entre guillemets. Donc c'est vrai que ces French Innovation Corner, ça permet aussi aux entreprises innovantes qui sont pas encore connues de mettre en avant leurs produits et puis leurs projets à l'export. Il y a aussi tout un accompagnement sur la découverte des distributeurs, sur la connaissance des consommateurs. Absolument. Oui, on identifie aussi les importateurs, les distributeurs très régulièrement sous forme là de plus de prestations individualisées qu'on fait par rapport aux entreprises. Et puis il y a aussi notre grand métier des VIE pour le suivi qui sont vraiment importantes, les volontaires internationaux en entreprise. Je pense que dès qu'on est sur un marché, je l'ai beaucoup répété sur la Chine, mais je pense que c'est pas le seul marché sur lequel c'est important. Pour pouvoir suivre son marché, c'est bien d'avoir un jeune qui travaille sur place et qui permette d'être l'œil de l'entreprise sur place. Alors, je vais vous proposer à tous une carte blanche en quelques secondes. On va faire un tour de table sur un conseil, une réflexion que vous pourriez partager avec tous les entrepreneurs qui nous écoutent. On peut commencer avec vous, Vincent Murer ? Oui, c'est vrai que ça, pour résumer un peu ce qui a été dit, c'est que voilà, on a la chance en France de bénéficier d'une image qui est excellente à l'international, dont il faut tirer parti pour s'exporter. Mais je pense que un peu le mot d'ordre, c'est de se dire que ça fait pas tout non plus, et que il faut s'adapter au marché local. Et pour s'adapter au marché local, il faut être préparé. Et donc ça passe vraiment par une vraie réflexion justement de la stratégie d'implantation dans le pays, et par un vrai accompagnement aussi pour s'y implanter, quoi. Pierre-Olivier Béal. Moi, je vais rester dans le registre de la sécurité des aliments, du coup. Je pense que la sécurité des aliments, c'est primordial. C'est parfois, voire souvent, vécu comme une contrainte. Mais je pense que ça peut aussi et surtout être un axe de différenciation extrêmement fort à l'export. Donc, mon conseil, c'est essayer d'exploiter cet axe de différenciation pour vous différencier sur l'export. Sophie Drenal. Moi, je vais revenir sur un chiffre que citait Xavier tout à l'heure, sur effectivement l'innovation, c'est un risque. Il y a beaucoup de produits qui passent pas la deuxième année. Je vais citer deux autres chiffres quand même. Un peu plus optimiste peut-être, c'est-à-dire dans 50 produits, des produits qu'on va consommer dans 5 ans n'existent pas encore. Donc l'innovation, il y a encore de la place, beaucoup, et il faut y aller pour être présent. Et un qui me fait vraiment peur, par contre, c'est que 80% des innovations en entreprise ne sortent pas des tiroirs de l'entreprise. Et je pense que l'innovation, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il faut oser. Voilà, il faut oser se lancer. Voilà. Xavier Terlet. Sans doute le point le plus important que j'ai envie de donner, c'est pas de conseil, je ne me permettrai pas de donner un conseil, mais c'est d'instituer le marketing de l'export. Ce que j'appelle le marketing de l'export, c'est-à-dire, on l'a dit, exporter, c'est innover, c'est s'adapter aux consommateurs cibles. Donc c'est du marketing, tout simplement. Et quand on parle export en entreprise, on ne parle pas marketing. Donc c'est simplement mettre le produit dans les mains du consommateur cible. On va voir ce qu'il en fait, comment il l'utilise, etc. Et on va l'adapter. C'est pas des gros budgets, c'est simplement savoir adapter son produit pour aller à l'export. Hélène Ovas, le mot de la fin vous revient. Bon, je trouve que tout ce qui a été dit, c'est 400% important, donc je vais plutôt insister sur le suivi. Parce que c'est vrai que sur la Chine, on avait aussi parfois vu un peu des coûts, entre guillemets, et je pense que pouvoir s'accrocher à certains marchés qui sont fortement demandeurs, c'est important aussi. Donc voilà.
Eh bien, grand merci à tous. On va poursuivre cet Agro-Export Day dans quelques instants, toute la journée d'ailleurs, toujours en direct, toujours sur Facebook, je vous le rappelle. N'hésitez pas à poser vos questions à nos experts dans quelques instants. Une table ronde sur le financement à l'international, bien évidemment essentiel pour grandir. Merci à tous et merci à vous. Merci.